Alors, bonjour Madame Riffier, bonjour Madame Doré. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve en visioconférence pour un entretien d'embauche pour le poste d'administrateur juridique. Alors, pour cet entretien, je vous avais demandé de faire des recherches sur le contrat de travail. Alors, dans un premier temps, je vais définir ce qu'est le contrat de travail. Ensuite, je vais vous poser quelques questions. Alors, un contrat de travail est une convention par laquelle le travailleur s'engage auprès de l'employeur à exécuter un travail sous l'autorité de celui-ci contre rémunération. Ce type de contrat entraîne un certain nombre d'obligations, tant pour le salarié que pour l'employeur. Alors, nous allons tout de suite voir les 4 éléments constitutifs du contrat de travail. Donc, on a dans un premier temps le contrat entre employeur et salarié, ensuite les prestations de travail, une rémunération et ainsi qu'une autorité de l'employeur, donc appelée lien de subordination. Alors, Madame Doré, je vais vous demander de m'expliquer le contrat, s'il vous plaît. Donc, comme vous avez dit, le premier élément, c'est le contrat. Donc, un contrat signifie que deux parties ont des obligations l'une envers l'autre. Donc, en effet, le travailleur s'engage à effectuer un travail sous l'autorité de l'employeur et vice-versa, l'employeur, quant à lui, s'engage à payer une rémunération aux salariés. Donc, le contrat est issu du consentement mutuel entre les deux parties et il faut savoir que l'embauche des salariés est très encadrée. Donc, en effet, l'embauche d'un mineur de moins de 16 ans est interdite sauf exception et le mineur, même s'il est émancipé, doit pouvoir signer, le contrat, de travail. Le contrat peut être, réalisé pour une durée déterminée avec la possibilité de le renouveler ou alors, à durée indéterminée avec l'autorisation pour les 2 parties d'y mettre, fin à tout moment en respectant, un délai, de préavis. Donc, il faut savoir aussi que le contrat de travail, peut s'assortir, hem, d'une période d'essai, pour le salarié. Ensuite, le deuxième élément sont les prestations de travail. Donc l'objet et la cause doivent être licites, c'est-à-dire légales. Le contrat peut avoir, pour objet une activité, contraire, à l'ordre public et donc l'objet du contrat de travail est d'exécuter forcément un travail. La notion de travail, comprend, les prestations de travail d'une personne, qu'une personne exécute sous l'autorité d'une autre et pour lesquelles, il reçoit une compensation financière. Donc on parle de travail même si l'emploi est de courte durée ou si les compensations attribuées, sont limitées. Et enfin, la fonction occupée par l'employé doit être, clairement stipulée dans le contrat. D'accord, alors très bien. Vous m'avez fait le contrat en même temps que les prestations de travail, mais pas de problème. Alors maintenant, Madame Riffier, je vais vous demander de m'expliquer la rémunération, s'il vous plaît. La rémunération au sens général de la loi relative au contrat de travail est la contrepartie de l'exécution de la prestation de travail. Sans rémunération, on ne peut pas parler d'un contrat de travail. Cette rémunération convenue doit être déterminée, donc c'est-à-dire lors de la signature du contrat de travail, ou déterminable, donc elle sera déterminée lorsque, par exemple, un salaire horaire est mis en place. Donc, dans ce cas-là, la rémunération sera mise en place lorsque le salarié aura réalisé la totalité de ses heures. Les parties peuvent librement fixer le montant de la rémunération, néanmoins, elles doivent prendre en compte le salaire minimum obligatoire qui est déterminé par les conventions collectives de travail. Lorsque dans un contrat de travail, la rémunération n'a pas été expressément prévue, le minimum barémique en vigueur s'appliquera. Donc, ce dernier impose aux parties de ne pas prévoir dans leur contrat de travail une rémunération inférieure à l'échelle du salaire minimum applicable dans ce secteur en fonction du travailleur. Si dans un secteur ou une entreprise, il n'existe pas de barème salarial, alors le travailleur a droit au revenu minimum mensuel garanti, donc c'est ce qu'on appelle le RMMG. Éventuellement, il peut être adapté en fonction de son âge. En ce qui concerne le paiement du salaire, les règles spécifiques sont prévues par la loi sur la protection de la rémunération. Alors très bien. Maintenant, je vais vous demander de me parler du lien de subordination. Oui, alors pour qu'il y ait contrat de travail, il faut que le travailleur exécute son travail dans un lien de subordination avec l'employeur, c'est-à-dire un lien hiérarchique entre les différents statuts. S'il n'y a pas ce rapport, alors il ne peut pas y avoir contrat de travail.
Lorsqu'un travailleur travaille sans le lien de subordination, c'est ce qu'on appelle un travailleur indépendant. Donc, ce lien, il va permettre de distinguer le travailleur salarié du travailleur indépendant. D'après la Cour de cassation, le lien de subordination est un élément essentiel du contrat de travail qui comprend pour l'employeur le pouvoir de diriger ainsi que de surveiller les actes du travailleur. Et ce lien existe dès que l'autorité effective peut être exercée. Alors, très bien, c'était totalement correct ce que vous avez dit. Alors maintenant, on va passer aux conditions de validité. Alors, je vais commencer et vous pourrez poursuivre après. Alors, il n'est pas obligatoire dans un premier temps que le contrat de travail soit écrit. C'est-à-dire que, bien sûr, il constitue une preuve parfaite, mais il peut être remplacé par des témoignages de collègues ou de tout autre témoin de l'action du travail du salarié. Bien sûr, lorsqu'il y a contrat écrit, celui-ci doit obligatoirement être signé par les deux parties et il doit être en possession des deux parties. Chaque partie doit posséder un exemplaire signé du contrat. De plus, pour former un contrat de travail, l'employeur peut être une personne morale ou physique, mais le salarié doit obligatoirement être une personne physique, sinon on parle de contrat d'entreprise. De plus, les parties d'un contrat sont libres d'appliquer leurs dispositions comme elles le souhaitent, après s'être mises d'accord, bien entendu. Mais il n'est pas autorisé que l'objet ou les clauses du contrat soient contraintes à l'ordre public, à la morale ou aux bonnes mœurs. Alors, Madame Riffier, je vais vous demander de continuer, s'il vous plaît. Oui, alors pour former un contrat, les contractants doivent être majeurs ou pour les mineurs, il est nécessaire d'obtenir une autorisation écrite de la part des parents ou du tuteur légal. Il existe deux types d'incapacités qui peuvent empêcher des personnes majeures de contracter un contrat. Donc la première, c'est l'incapacité de jouissance. Cela signifie qu'elle prive une personne de sa personnalité juridique. Elle sert à protéger une personne et ses biens contre d'autres personnes. La seconde, c'est l'incapacité d'exercice. Elle concerne les personnes mineures ou les personnes majeures sous tutelle ou curatelle. Cette incapacité interdit les actes juridiques tels que la signature d'un contrat ou alors un emprunt à la banque, mais elle n'empêche pas les actes de la vie courante. Si un des contractants possède l'une des incapacités, alors cela provoquera automatiquement la nullité du contrat. Très bien. Alors, Madame Doré, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, si je peux me permettre de compléter. Bien sûr. Donc, la preuve de l'existence du contrat de travail ne semble généralement pas poser de problème. L'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles elles sont exercées. Et donc, elle peut être pratiquée par tous les moyens. Donc, pour qu'un contrat soit valide, il faut que les deux parties consentent librement aux obligations indiquées de manière verbale ou écrite. Dans un contrat, il peut exister différents types de vices de consentement. Donc, tout d'abord, il y a l'erreur. Elle peut être substantielle et déterminante. Ce vice peut apporter sur l'objet du contrat, mais aussi sur la personne du contractant. Donc, le deuxième, c'est la violence, qu'elle soit physique ou morale. Et la dernière vice de consentement est le dol. Donc, il s'agit d'une tromperie par des manœuvres tendant à provoquer une erreur. Donc, il faut que cela concerne un motif déterminant dans le choix de l'embauche, comme par exemple un mensonge dans le CV. Donc, en cas de vice de consentement, le droit des contrats prévoit la nullité du contrat. Et s'il s'agit d'un vice qui vient toucher l'ordre public, on parlera d'une nullité absolue. Alors, très bien. Alors, pour finir, nous allons parler de la distinction entre contrat de travail et contrat voisin. Alors, tout d'abord, le contrat de travail, comme le contrat voisin, est un accord de volonté entre des parties qui s'engagent à exécuter des obligations. Alors, l'employé a l'obligation de fournir des prestations de travail contre une rémunération. Alors, la différence qu'il y a, c'est que il y a un lien de subordination. Il n'y a pas de lien de subordination justement entre les contrats voisins. C'est ça la différence. Et donc, il y a trois principaux contrats voisins. Donc, le contrat de mandat, le contrat de société et le contrat d'entreprise. Alors, donc, pour ce qui est du contrat de mandat, donc, selon l'article 1984 du Code civil, il prévoit que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom.
Donc, je vais vous donner une petite définition doctrinale. Donc, c'est une convention par laquelle une personne, donc appelée le mandant, donne à une autre, appelée mandataire, le pouvoir d'accomplir des actes juridiques en son nom ou pour son compte. Donc, le contrat de mandat est un contrat classique en principe consensuel. La spécialité du fait qu'elle fait intervenir une troisième personne, le tiers concluant le contrat avec le mandataire. Il conclut avec le mandataire, mais est lié au mandant. Il permet de réaliser un dédoublement de la personnalité juridique en permettant au mandant d'avoir certains pouvoirs d'ubiquité, c'est-à-dire la faculté permettant d'être présent partout ou à plusieurs endroits à la fois. Il est très utile, ne serait-ce qu'en matière de mandataires sociaux, donc qui permet de représenter la personne morale, fondant ainsi la quasi-totalité du droit des sociétés. Mais il faut faire attention, car ce contrat est dangereux, car une personne peut exprimer la volonté juridique d'une autre à sa place avec les engagements que cela implique. Seuls certains contrats ne peuvent pas être l'objet d'une procuration, comme les contrats de mariage. Donc le mandat doit être marqué d'un signe de la confiance. Donc maintenant, Madame Doré, j'aimerais que vous m'expliquiez le contrat de société. Donc oui, le contrat de société, donc c'est aussi un contrat voisin. Donc la création d'une société s'organise autour d'un contrat qui est obligatoirement écrit. Le contrat de société est communément appelé les statuts. Donc bien que chaque société ait sa particularité, il existe un certain nombre de règles communes à l'ensemble des contrats de société. Donc, ce contrat est avant tout un contrat qui obéit donc aux règles relatives à la formation des contrats, à savoir que selon l'article 1832 du Code civil, le contrat doit remplir 4 conditions de validité d'un contrat. Donc, il y a le consentement non vicié, la capacité des associés, l'objet certain et la cause licite. Donc, ces 4 conditions sont des conditions de fond et juste après, je vais vous parler des conditions de forme. Donc, ce contrat de société doit présenter les éléments de validité de tout contrat obéissant à des règles qui lui sont propres. Ce contrat doit aussi respecter les conditions de forme, donc comme je l'ai dit auparavant. Donc, c'est-à-dire que la constitution de société implique l'accomplissement de formalités. Donc, tout d'abord, il y a les statuts. Donc, ils doivent être rédigés par écrit et comporter certaines mentions telles que la forme de la société, son objet social, son appellation ainsi que son siège social, le montant de son capital social, sa durée, ainsi que les apports de chaque associé et enfin ses modalités de fonctionnement. Donc, il faut aussi qu'il y ait la signature des associés car elle est primordiale et elle marque évidemment l'échange de consentement des associés. Et enfin, il est possible d'ajouter le rapport du commissaire aux apports concernant l'évaluation des apports en nature ou l'état des actes accomplis pour le compte de la société. Et enfin, il faut aussi qu'il y ait les formalités de publicité. Donc, elles doivent être accomplies par le représentant de la société et consistent en l'insertion dans un journal d'annonces légales, le dépôt des actes constitutifs au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'immatriculation du registre du commerce et des sociétés. Donc là, c'est la naissance de la personne morale. Et enfin, l'insertion dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Donc ces formalités sont effectuées par l'intermédiaire du centre de formation des entreprises. Donc de manière plus simple, le contrat société, c'est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager des bénéfices qui en résultent ou les pertes. Donc les contractants sont sur un pied d'égalité ou de quasi-égalité car ils supporteront les pertes et se partageront les bénéfices proportionnellement au montant de leurs apports. Donc ces volontés de s'associer, c'est dit affectio societatis. D'accord, très bien. Alors maintenant, Madame Riffier, j'aimerais que vous me parliez du contrat d'entreprise. Oui, alors le contrat d'entreprise fait partie des contrats de service que le droit de l'Union européenne appelle contrat de fournisseur de services. Ils ont pour une obligation de faire. Or, l'activité humaine étant infinie, les contrats de service sont eux aussi en nombre infini. Le contrat d'entreprise est défini par le Code civil comme étant un louage d'ouvrages et d'industrie. L'article 1710 du Code civil prévoit que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre
moyennant un prix convenu entre elles. Mais à le définir ainsi, on comprend bien qu'il englobe le contrat d'entreprise, le contrat de travail ainsi que le contrat de mandat. Le contrat d'entreprise est quelque chose quand même d'important à noter, c'est qu'il est onéreux par principe, le prix étant nécessairement une somme d'argent. Ce contrat est qualifié de bon à tout faire du droit des contrats spéciaux, puisqu'il porte sur une activité humaine qui est infinie. On est alors amené à n'appliquer qu'un seul régime juridique pour des contrats qui sont très divers. Alors, merci. Je vous remercie pour vos réponses qui étaient vraiment parfaites, qui répondaient totalement aux questions. Très bien. Et donc, je vous remercie pour cet entretien. Donc, je vous donnerai ma réponse dans les semaines à venir. Voilà. Je D'accord. vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.